Voilà, bon, je crois qu'on va commencer. Désolé pour ces petits aléas techniques. Euh, vais vous faire la présentation pour les intoxications. C'est un sujet qu'on a régulièrement en urgence chez nous. Je vais pas vous dire absolument tout ce qui est toxique parce que je pourrais vous parler 2 heures en faisant une liste qui serait sûrement pas exhaustive. Par contre, on va prendre quelques exemples, comment on les traite généralement, et puis vous, ce que vous pouvez faire, comment il faut réagir avec votre animal dans ces cas. Il y a pas mal de différences entre les chats et les chiens au niveau du traitement des intoxications. Donc, j'ai juste fait là une petite question. Est-ce que vous avez un chat, chien ou les deux? Vous verrez pourquoi on arrive à ça. Euh, bon, pour l'instant, ça a l'air d'être assez partagé. Ok, un chou, il y a plus de chiens, pardon, que de chats. Euh, on est à, pour l'instant, 35% de chiens, 26 de chats et 20, pardon, en pourcentage, 35% de chiens, ah, ça monte, 42% de chiens, 19 de chats et 23% qui ont les deux. Je vais arrêter là le vote. Pourquoi je pose cette question? Vous allez voir que ça change pas mal la donne chez les chiens. Quand vous êtes en balade, que vous êtes avec votre chien, est-ce que votre chien, il mange un petit peu tout et n'importe quoi? Il y a certaines races qui sont un peu plus sujettes que d'autres, mais c'est vrai qu'on a pas mal de chiens qui vont se balader et manger tout ce qu'ils trouvent. Euh, des fois, on ose dire des chiens poubelles. Je- Ça fait bizarre, mais il y en a où vraiment ils sont prêts à manger n'importe quoi. Ok, donc là, pour ce qui fait pour les gens qui ont répondu, il y a une grande majorité de chiens qui mangent un peu tout ce qu'ils trouvent en balade. On est environ à 50% non, parce qu'il n'y en a pas qui ont répondu. Alors sur les 12 qui ont répondu, ça monte un petit peu. Il y a 12 chiens, des gens qui ont répondu qui ont les chiens, 14 sur 18 qui mangent un petit peu n'importe quoi, et puis 4 où c'est pas le cas. Et ça, c'est vrai que ça va nous faire une grande différence au niveau des intoxications. Chez les chiens, on a beaucoup plus souvent des chiens qui mangent n'importe quoi. Des fois, on sait ce que c'est, des fois, on sait pas ce que c'est. Alors, chez le chat, c'est souvent d'autres pathologies, d'autres intoxications, où c'est soit le propriétaire qui a donné ou qui a fait une mauvaise manipulation, ou alors des plantes d'intérieur. Et c'est vrai que ça va pas mal changer les intoxications chez les chats ou les chiens. Je vais commencer la petite présentation. Hop. Donc, le petit sondage, on a fait. Maintenant, il y a une chose qui est importante pour toutes les intoxications, c'est la dose. La quantité que votre chien prend ou chat avale proportionnellement à son poids. Et ben c'est vrai que ça va faire une grande différence. Si on prend l'exemple du chocolat, un carré de chocolat, 5 grammes environ de cuisine, 70%, peut être toxique pour un chien de moins de 2 kilos, un petit chihuahua par exemple. Euh, mais si on prend le même chien et que c'est du chocolat au lait léger, eh ben, il lui faudra environ 10 carrés. Vous pouvez prendre le même raisonnement avec un chien qui est beaucoup plus grand, un chien de 50 kilos, eh ben, c'est vrai qu'il faudra des doses beaucoup plus importantes. Ça, c'est juste un point qui me fait penser, dans le sens que c'est très important si vous voyez votre animal qui prend, qui mangerait quelque chose qu'il ne doit pas, essayez d'estimer la quantité. Ça, c'est vraiment un point important. Et puis, également, suivant ce que c'est, si c'est des produits chimiques ou des compositions, alors le chocolat, on sait ce que c'est, mais il pourrait avaler, on a déjà vu du produit vaisselle ou ce genre de choses, bien prendre les emballages pour voir quelle substance il y a dedans, parce que c'est vrai que ça va être important de pouvoir bien calculer les doses qui sont toxiques ou pas. Dans les aliments toxiques, bon, le chocolat, je pense que tout le monde le connaît. Effectivement, le chocolat noir, le cacao en poudre, le chocolat de cuisine, et les fèves de cacao
ont potentiellement être toxiques, très toxiques, contrairement au chocolat au lait, au chocolat blanc, où il y aura besoin de beaucoup plus, des quantités beaucoup plus importantes, et on arrive rarement dans des zones, dans des doses toxiques pour votre animal. Quoique sur un petit chien, un petit chat, on peut y arriver. C'est plus rare qu'un chat mange du chocolat, mais c'est pas impossible. Après, j'ai pris les exemples des oignons. Les oignons, ça englobe tout un groupe. Englobe le groupe de l'ail, des poireaux. euh, et en fait, ça va faire des anémies. Ça va détruire les globules rouges de votre chat, de votre chien. Et puis, ça peut être à des proportions importantes où l'animal peut avoir de la peine à respirer, à se déplacer. J'ai un exemple assez cocasse. C'était un animal, un chien qui avait mangé des os, qui étaient dans l'estomac. Les os ne sont pas toxiques en soi, le chien allait seulement bien. Puis le vétérinaire lui a donné un petit peu de poireau pour essayer de faire passer ça. Le propriétaire il a mis ça très à cœur, il a donné beaucoup de poireaux. Le but c'est d'avoir des films, d'essayer de faire passer. Il y avait tellement de poireaux que le chien s'est retrouvé quelques jours après anémique et il avait des faiblesses dues à l'anémie des poireaux. Donc le traitement a été malheureusement une intoxication. Là, la même chose en général, il faut une proportion assez importante, mais si votre animal est petit, on peut y arriver. Ça, c'est le raisin. C'est pas forcément connu de beaucoup de propriétaires. Le raisin est potentiellement toxique. Euh, Surtout, c'est les petits, ça c'est clair. Des fois, on a des doses assez concentrées, par exemple dans des engrais, et ça va faire des dommages rénaux. Ça fait des dommages rénaux qui peuvent être importants. Et puis, ce qui est assez étrange avec cette intoxication, c'est que vous avez des chiens qui en mangent peu, qui ont une intoxication importante, et puis vous avez des chiens qui en mangent beaucoup et qui n'ont rien du tout. Donc, c'est vrai que c'est des fois assez difficile à juger de ce côté-là. Les noix de macadamia, c'est toxique. On a rarement le cas, si ce n'est chez les petits chiens. C'est vrai qu'on a eu deux, trois petits chihuahuas qui ont mangé plusieurs noix de macadamia à l'apéro et qui montraient des signes de toxicité. Ça, c'est typique la plante toxique pour les chats. Les Magnifiques, le pollen est toxique. Si vous en recevez à la maison, ça tombe sur la table, ça tombe sur le chat quand il vient se frotter au bouquet. Après, il fait sa toilette et ça fait des insuffisances rénales aiguës, des problèmes rénaux très importants. Si vous voulez offrir des fleurs à des gens qui ont des chats, n'offrez pas de lys. Si vous recevez des lys alors que vous avez des chats, mettez-les vraiment en hauteur, faites vraiment attention par rapport à ça. Ça peut vraiment faire des problèmes très importants. Le cannabis, alors je l'ai mis là comme ça parce que c'est vrai que maintenant c'est très à la mode le CBD ou les traitements contre les douleurs et autres. Mais c'est le THC qui est toxique, donc c'est que dans ces préparations normalement il n'y en a pas. Quand des petits chiens mangent du cannabis ou alors si c'est dans une pièce relativement petite et puis du cannabis est fermé sur un petit chien, on a souvent des pathologies. Le yucca, comme c'est une plante comme l'étoile de Noël, c'est des plantes relativement faiblement toxiques qui vont irriter l'estomac, surtout chez les chats qui vont faire des vomissements. Ça pose rarement problème. Il y a beaucoup de médicaments qui sont toxiques des médicaments humains pardon, qui sont toxiques pour les chiens, les chats, c'est principalement dû au dosage. Du coup, ça s'affiche pas bien derrière, mais il y a le paracétamol qui est très toxique pour le chat. Ça va lier de l'hémoglobine, donc une substance qu'on a dans les globules rouges, et puis ça va poser problème effectivement. Ça, c'est faire attention. Alors, ça arrive clairement si vous donnez du paracétamol à votre chat. Ça, j'ai rarement vu. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que une personne veut prendre son comprimé, il le fait tomber. Le chat, ouais, génial, il fonce dessus. Et on a des intoxications qui arrivent comme ça, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est vrai que ça se voit. L'ibuprofène, chez le chien, on est rapidement dans des zones toxiques. Donc, c'est vrai que c'est à éviter de donner. C'est éviter de donner ça chez votre chien. Le paracétamol avec des doses faibles, on peut le donner,
Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est maximum 10 mg kilo si on n'a pas d'autres pathologies. Donc, un comprimé de 250 mg, c'est le max pour un animal de 25 kg. Donc, évidemment, chez un petit chien, on a vite des problèmes. J'ai aucune réaction sur le chat depuis le début de la présentation. J'espère que vous m'entendez tout bien et que je ne parle pas dans le vide. S'il y a juste une, deux personnes qui peuvent me montrer signe de vie, c'est top. Ouais, ça arrive. Ok, c'est bon. Alors, vous m'entendez. J'espère que c'est parce que vous êtes un peu captivé. C'est bien. La toxine logique, la morora, donc effectivement, c'est une toxine que des gens mettent dans leur garage, dans leur grenier pour tuer les rats. Le problème, c'est que si les rats, les souris, les rongeurs, si le chat mange la souris après, bah, potentiellement ça peut être toxique. On a des chiens, des chats qui vont manger ces poudres aussi. Et puis effectivement, on sait que ça va faire des saignements. La souris, elle meurt due à des hémorragies internes, des saignements. Et c'est ce qui peut arriver à votre chat, à votre chien également. Alors c'est que sur une souris, ça peut poser moins de problème, mais si il y a des granulés autres, et bien effectivement, ça peut être dangereux. Après, on a les insecticides, les métaldéhydes, là, c'est par exemple les antilimaces. Ça fait des symptômes neurologiques qui ne sont pas très jolis à voir chez les chats principalement. Là, je vous ai mis un traitement contre les puces et les tiques classique qu'on utilise chez le chien. La Dentix, il y a de la permétrine dedans. Et puis, si vous regardez derrière la boîte, qu'est-ce qu'il y a derrière la boîte? Il y a ce logo, Do Not Use on Cat. Et pourquoi? Parce que c'est un médicament qui est clairement toxique pour le chat. On a eu récemment un cas où il va commencer à avoir des crises convulsives, il se met à baver, et ça, c'est des cas qui sont vraiment délicats. On n'arrive pas tous à les sauver, surtout si la pathologie, enfin l'intoxication a commencé depuis un petit moment. Donc c'est que dès qu'on sait qu'il y a l'intoxication avec ce produit, il faut commencer très rapidement à traiter pour les intoxications à la permétrine. Alors, les antibiotiques à ingérer, je vois Nathalie Mermont qui me pose la question. Alors, ça dépend ce qu'on veut dire, dans le sens que il existe le Bravecto, le NexGard, par exemple, qui sont des comprimés contre les puces et les tiques. Alors, en fait, le problème qu'on a chez le chat, par exemple, le Bravecto existe, la molécule existe aussi chez le chat, la pipette, elle existe. Le problème, bah, c'est souvent un problème de dosage, et puis c'est moins bien toléré oralement. Donc effectivement, là, ça peut poser problème. Or, c'est des intoxications entre guillemets un petit peu moins violentes, mais c'est des intoxications quand même. Ça peut faire des problèmes de foie. Maintenant, si oui, vous avez un comprimé pour le chien de 60 kg, que le chat de 4 kg l'avale, oui, ça va poser des problèmes de foie importants. Le Scalibor a de la permétrine dedans. Donc c'est exactement comme l'Advantix. Il ne faudrait pas que votre chat mange le Scalibor, effectivement. Oui. On a eu récemment entendu des cas d'intoxication avec des solutions hydroalcooliques. Malheureusement, des gens ont voulu nettoyer leur animal avec du stylium, des solutions hydroalcooliques, leur chat, pour les désinfecter. Le chat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa toilette, il se lèche et il y a eu des comas éthyliques. Donc, c'est la période du corona. Non, ne désinfectez pas votre animal avec une solution hydroalcoolique. Clairement pas. C'est important. Je vais juste prendre... Je vais vous mettre cette autre photo en plus grand. Elle est pas mal du tout. C'est un petit résumé. Ça, je pourrais vous la partager. C'est un petit résumé des toxines par rapport à la maison. Alors, hop, je dois fermer ça. Et puis, je dois vous ouvrir celle-là. Voilà, normalement, je peux zoomer un petit peu. Donc, la cuisine, ce qu'on a parlé, l'oignon, l'ail, les échalotes, tout ce groupe-là, les poireaux, on a aussi le raisin, le chocolat.
Les avocats, la pâte, dans le sens ça peut faire les levures, ça peut faire gonfler l'estomac. Ça, c'est vrai que c'est des problèmes, des problèmes qui peuvent être. Est-ce qu'en fait, est-ce que vous voyez ma flèche? Non, vous voyez pas ma flèche. Là, vous devez la voir. Voilà. Je reviendrai aux questions après. Gardez-les peut-être après, puis je reviendrai. Je vois que Nathalie ou Isabelle a des points. Je vous le dirai peut-être quand on pose les questions. N'hésitez pas à revenir avec. Comme ça sera tout bon. Donc, comme on a parlé, les lys, le ficus, oui, enfin, dans le sens que lys très toxique, les autres sont relativement faiblement toxiques. Le cannabis suivant, ça peut. L'alcool, les cigarettes électroniques, ça dépend aussi si y a de la nicotine, pas de nicotine. Si la nicotine, ça l'est bien plus. Évidemment, tous les produits chimiques sont à éviter. Les piles boutons, les toutes petites piles rondes, là, c'est des choses qui peuvent faire des ulcères d'estomac, qui peuvent être importants, qui peuvent clairement poser problème. Les autres piles, en général, ça pose moins de problèmes. Par contre, suivant la taille de l'animal, ça pourrait faire une obstruction. Là, on reste dans les produits chimiques, les détachants, l'amorora par exemple. Ça, c'est ce qu'on a parlé avant. Évidemment, de l'essence, ça peut l'être. Il y a une pathologie qui était assez connue avant et on a moins en Europe, mais il y en a toujours un peu aux États-Unis. C'est l'antigel que vous allez mettre dans votre voiture, qui peut couler de la voiture. En fait, ça va faire une intoxication et des dommages rénaux très importants. Ça va faire une insuffisance rénale aiguë. Et c'est vrai que ça, on l'a moins parce que de nos jours, on a enlevé l'éthylène oxyde, c'est le component qu'il y a dans ces antigels qui est qui est toxique, c'était enlevé en Europe, mais c'est qu'aux États-Unis, ils l'ont toujours. Au niveau du jardin, donc effectivement les antilimaces, on a parlé. Euh, oui, les champignons, il y a des crapauds qui peuvent faire des toxines. Euh, les plantes à bulbes, les tulipes, comme ça, on se retrouve dans la situation des oignons. C'est le même principe. Là, c'est plus ou moins toxique. Donc ça, c'est pas une toxicité en soi, mais c'est les chenilles processionnaires. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Il y a des chiens qui ont une réaction au niveau de la langue. Euh, je coupe le téléphone, des réactions au niveau de la langue. Pourquoi? Parce elles sont très irritantes. Et puis le chien, il va sur la chenille, il la met dans la bouche et ça lui irrite et ça va tellement irriter que ça nécrose, ça détruit un bout de la langue. On a eu un cas récemment. C'est vraiment la période au printemps. Les chenilles processionnaires, c'est des petites chenilles poilues. Ce qui est typique pour procession, c'est vraiment qu'elles font cette ligne les unes derrière les autres. Si vous voyez ça, ne laissez pas votre animal le toucher. Et puis, suivant les communes, appelez la commune parce qu'ils vont chercher les nids, ils vont les détruire. Donc des fois, ça vaut la peine d'informer la commune si c'est sur l'espace public. Si c'est sur l'espace privé, et ben effectivement, à ce moment-là, vous pouvez pas appeler la commune. Mais si c'est dans votre jardin, ça vaut la peine d'enlever ces nids. Ceci, et puis j'avais l'autre petit hop, petite image où là c'est vraiment la nourriture. Je devrais pouvoir vous les partager. Je vais essayer de faire ça tout de suite, comme ça vous pouvez les télécharger, voir. Là, c'est pas directement toxique, mais c'est aussi un petit peu les conséquences que ça a. Si je prends par exemple fatty food, la nourriture grasse, alors on voit un fast food, et ben en fait, c'est vrai que si on a des nourritures trop grasses chez le chien, ça peut faire des pancréatites, d'accord? Donc ça, c'est dans une petite mesure, c'est pas quelque chose de toxique, c'est pas dans tous les cas que ça va nous faire une pancréatite, mais c'est quelque chose de possible. Les anémies, le raisin, on a parlé. Euh, l'alcool, on a parlé avec les solutions hydroalcooliques. Euh, les eaux, c'est pas toxique en soi, mais c'est vrai que suivant la forme, la taille de l'os, ça peut effectivement aller faire
des problèmes au niveau de l'estomac, ça pourrait faire des perforations, des ulcères, ça c'est des choses connues. Le lait, oui, ça, ça, ça fait des diarrhées. Pourquoi? Parce que les animaux ne digèrent pas le lactose. Maintenant, une petite quantité, il y en a qui le supportent bien, il y en a qui ont tout de suite des diarrhées. Alors c'est oui une intolérance parce qu'ils ne le digèrent pas, mais c'est pas toxique en soi. Le xylitol, ça c'est un édulcorant pour remplacer le sucre qu'on trouve dans des bonbons, mais on trouve dans d'autres aliments, on trouve aussi dans des sirops sauf erreur maintenant. Et puis en fait, ça peut faire des hypoglycémies, une diminution du sucre dans le sang, et c'est ce qui pourrait être mortel. Et c'est vrai que c'est très différent d'un animal à l'autre. On en a des qui réagissent pas du tout, il y en a qui font des hypoglycémies sévères. On ne sait pas pourquoi il y en a qui réagissent comme ça et d'autres pas. Euh, et puis là, on a les médicaments que vous retrouvez chez vous qui peuvent faire des insuffisances rénales chez le chat. Alors là, c'est bien pour chien for dog, mais chez le chat, par exemple, le paracétamol va faire de la méthémoglobine, donc un problème de l'hémoglobine au niveau des globules rouges. Les anti-inflammatoires peuvent faire les ulcères gastriques, par exemple. Donc c'est vrai que ça, c'est une chose importante. Je vais juste voir si j'arrive à vous mettre ça, partager le fichier et partager le fichier. Normalement, si vous allez en haut, sous information de la salle, où c'est marqué KD, vous pourriez télécharger ces deux images sans problème. Je vais juste prendre, attendez, je vais juste reprendre ma présentation et puis on va peut-être, avant d'aller sur les traitements, faire un petit point sur les questions que vous avez par rapport à ça jusqu'à maintenant. Alors, il y a Nathalie qui disait, j'ai eu de gros soucis avec Excalibur sur mon chien démangeaison et une grosse rougeur. Alors, c'est pas la même chose que la toxicité que le chat aurait avec le collier. C'est votre chien qui supporte pas bien ça, cette substance sur sa peau. C'est un problème qu'on voit principalement chez les chiens blancs à peau claire. Typiquement, le Golden aura bien plus de chances d'avoir cette réaction que le Labrador noir. L'avantage du collier, contrairement à l'Adventix qu'on a parlé avant, c'est que le collier, vous l'enlevez, vous traitez et ça va relativement rapidement mieux. Contrairement à l'Adventix, on a mis toute la pipette et il a pris toute la dose, effectivement. Les champignons comestibles pour les humains ne sont pas comestibles pour les animaux. J'ai pas en tête un champignon comme ça qui est toxique pour le chien, le chat. Je vais vous montrer après comment on peut chercher. Je suis pas le meilleur en champignons, je dois dire. Mais par contre, clairement, il y a des champignons toxiques, exactement. Euh, les champignons. Suzanne, quel est le meilleur produit non toxique contre les tiques? Qu'est-ce que vous voulez dire par produit non toxique? J'ai fait une fois un petit exposé sur Facebook, Facebook Live, vous pouvez voir sur notre page Facebook, sur les produits pour les tiques. Concrètement, on a deux groupes par rapport à ça. On a les médicaments. Les médicaments sont des, des insecticides, donc c'est une part de toxicité, oui, maintenant pour le corps, l'énorme des cas, ils vont très bien le supporter, mais si vous me dites de comparer avec des huiles essentielles comme ça, ben on n'a pas de test clinique là-dessus. Donc, je vais pas pouvoir vous donner un remède miracle et sans chimie, sans médicaments. Tous les tests qui ont été faits par des universités, qui ont été publiés par des médicaments, enfin non, pardon, pas des substances non médicamenteuses, il y avait des résultats qui étaient très faibles. Donc, je suis pas convaincu par rapport à ça. Mais oui, vous avez des animaux comme le chien de je ne sais plus qui maintenant, qui n'a pas bien supporté le Scalibor. À ce moment-là, effectivement, la prochaine fois, on change de substance, ça c'est clair. Voilà.
Je vois peut-être que Neil s'écrit encore. On va voir s'il y a une question là-dessus. Sinon, je passerai à la suite. Ok, alors bon, c'est pas directement sur l'intoxication, mais oui, sur les dépigmentations, il peut y avoir des coups de soleil. Ben, potentiellement, ça peut être grave au long terme, hein. On peut avoir à force d'avoir des coups de soleil, on peut avoir des tumeurs de la peau avec le temps. Il y a des crèmes solaires pour chiens qui sont mieux tolérées. Le problème du bout du nez, c'est qu'il y en a pas mal qui les lèchent, et puis ça n'a plus vraiment l'effet escompté. Mais par contre, oui, ça vaut la peine s'il a la truffe dépigmentée de lui en mettre, effectivement. Ok, je vais faire la suite et puis je reprendrai les questions après. Euh, le, le, En cas d'intoxication, déjà des fois la question, la majorité des cas, c'est est-ce que c'est toxique ou pas? On a je vous ai mis trois variantes. Alors, la dernière voie de vétérinaire, oui, on en connaît quelques-unes de l'expérience, d'autres cas comme ça. Et puis, il y en a aussi où on ne sait pas. Des fois, il y a des substances, des médicaments de l'humain, que c'est la première fois qu'on entend, des antidépresseurs, je sais, par exemple, est-ce que c'est toxique ou pas? On n'est pas sûr. On a le site web Clinitox qui est franchement bien fait. C'est un site web de toxicologie vétérinaire où on peut aller rentrer les substances, les noms des plantes en latin, mais si vous avez le nom français, vous googlez le nom français, vous mettez nom en latin, il va sortir, vous n'en faites pas. Et puis, sinon, vous mettez aussi le, le- la substance chocolat. Je vais prendre l'exemple après, mais ce serait chocolaté. À ce moment-là, en allemand, vous allez voir l'exemple. Si vous parlez pas allemand, c'est plus difficile, mais je voulais quand même juste vous le montrer parce que ça peut quand même être très, très utile. Le centre toxicologique, le Toxcentrum, le numéro de téléphone 145, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une ligne téléphonique qui est très utile. C'est 24 heures sur 24, c'est gratuit en Suisse. Euh, c'est des médecins, des vétérinaires qui répondent au téléphone. Ils ont une grande base de données. Alors oui, ils ont Clinitox aussi, mais par contre, ils ont beaucoup de cas recensés dans toute l'Europe qui communiquent entre eux. Et ça, franchement, c'est très bien. On est un tout petit peu déçu au niveau vétérinaire. On l'utilisait pas mal. Et depuis une année maintenant environ, si on les appelle, on doit payer 110 francs la consultation en tant que vétérinaire. Si vous les appelez, c'est pas payant. Alors c'est vrai que souvent ce qu'on faisait quand les gens disaient ah j'ai une intoxication, ben, on appelait, on prenait des renseignements, on disait au propriétaire. Maintenant, c'est qu'on demande au propriétaire d'appeler. Du coup, ça vous économise 110 francs aussi. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu politique. Mais par contre, c'est des personnes très compétentes. Si vous avez un doute, vous pouvez les appeler. Ils sont très bien. Euh, que vous alliez sur Clinitox, que vous appelez le Toxcentrome, c'est très important. Vous notez le nom de la substance et des fois, on arrive plus ou moins à estimer la quantité que l'animal a mangé. Mais c'est vrai que ça, c'est bien de le faire. Je prends juste l'exemple là. Donc ça, c'est le site web comme il se présente. Donc, c'est Clinifarm ou Clinitox. Si vous êtes sur Clinifarm, il y a l'onglet toxicologie. Puis il faut taper malheureusement en allemand. Google Translate marche plus ou moins bien. On peut noter chocoladé, par exemple, si vous vous souvenez plus de ça au cours d'allemand. Et puis après, on a les informations. Alors là, par exemple, c'est la source. Alors, on voit que dans les fèves de cacao, euh, attendez, il faut juste descendre la vidéo. Voilà, pardon. Dans le cacao cru, dans le cacao en poudre, on a les quantités de théobromine. Théobromine, c'est la substance toxique qu'on a la substance toxique qu'on a dans le chocolat. Et on trouve, par exemple, dans la poudre de cacao, on a 14 à 26 mg par gramme. Euh, le chocolat au lait, par exemple, on est 10 fois moins. On voit ça. Le chocolat foncé, le chocolat de cuisine, on se retrouve avec les poudres de cacao. Le chocolat 70%, 90%, on se retrouve avec des valeurs qui sont relativement hautes. D'accord? Et puis après, on peut voir que la toxicité, euh, des symptômes légers vont commencer à partir de 20 mg de substances toxiques par kilo
pour le chien. Donc c'est clair qu'on peut calculer pour un petit chien, pour un grand chien, si le chien il fait 10 kilos, ben, il faut 200 mg, d'accord? Donc 200 mg, si je prends du chocolat au lait, il faut 200 grammes de chocolat, donc on a beaucoup moins de chance que si on prend du cacao, de la poudre de cacao, où il faut plus que 10 grammes, par exemple. Mais c'est vrai que nous, c'est un outil qu'on va utiliser régulièrement, qui est ouvert à vous aussi. Si vous parlez allemand, vous pouvez regarder les plantes, par exemple. Ça peut être très utile. Et puis, je ne sais plus qui c'est qui posait la question pour les champignons. Lisa, elle pourrait regarder, par exemple, là, si elle connaît bien ces noms des champignons, voir la toxicité. Maintenant, pour les traitements. Les traitements, toutes les intoxications, elles se basent sur le même schéma. On essaie de faire une décontamination. On donne du charbon actif. S'il existe, on donne une antidote. Et puis, une fois que ça est fait, ou alors c'est trop tard pour ça, vous allez voir pourquoi, on traite symptomatiquement. Donc, on traite uniquement les symptômes après. La décontamination. La nourriture, elle reste environ 2 heures dans l'estomac. C'est du liquide environ 1 heure. Puis, durant cette période, on peut faire vomir le chien, le chat, ou lui faire un lavement d'estomac. Et puis, ça va permettre de diminuer l'absorption des substances. Vous avez votre chien qui a mangé quelque chose, vous le voyez, vous nous appelez, il vient, on est dans ce laps de temps, on peut le faire vomir, ça va diminuer la quantité de toxines qu'il va absorber. Pour répondre un petit peu à Isabelle directement, non, pardon, c'est après. Ah non, on est parti là. Pour faire vomir, on va pas faire forcément dans tous les cas. Si vraiment l'animal a déjà beaucoup de toxines, qu'il est totalement apathique, qu'il n'arrive pas à tenir debout, qu'il est très faible, on a le risque que ce qu'il mange, ce qu'il vomit, eh ben, il aspire, ça aille dans les poumons, et ça c'est dangereux. Donc dans ces cas, on va éviter de faire vomir clairement, parce que il y a un risque. Et puis il y a certaines substances qui sont un peu plus rares chez les animaux, mais qui existent quand même, qui sont irritantes. Par exemple, de l'essence, qui vont irriter tout l'œsophage. On n'a pas envie qu'ils revomissent, que ça ressorte, que ça irrite de nouveau l'estomac. Et puis alors à ce moment-là, on va plutôt préconiser le lavement d'estomac, effectivement. C'est décrit, je vous en parle comme ça, mais si vous êtes loin, que vous n'arrivez pas à venir, je vous conseille d'appeler votre vétérinaire. Il pourrait vous dire d'utiliser de l'eau oxygénée qu'on donne à la seringue à son animal pour le faire vomir. Ça existe, mais c'est irritant. Il y a des risques de brûlure comme ça. Donc, c'est vraiment si vous êtes sans voiture ou loin de tout vétérinaire comme ça peut être une possibilité. En théorie, il existe le sel, l'eau salée, mais attention, il y a aussi des intoxications au sel. Donc, si on donne une autre toxine pour traiter une toxine, on n'a pas gagné non plus. Donc, je vous déconseille aussi ça. Si vraiment vous ne pouvez pas parler en téléphone avec le vétérinaire par rapport à l'oxygéné, ça existe, mais c'est vraiment pas le premier choix. Ça ressemble à ça en général. Donc c'est vrai que non, là il y a beaucoup, mais c'est vrai que faire vomir un animal, il va vomir tout ce qu'il a pris, et c'est vrai que c'est pas triste. Le lavement d'estomac, on doit mettre l'animal sous narcose. On va aller avec un tube. Alors déjà on va protéger les voies aériennes, donc on met un tube dans la trachée pour protéger. Et puis on va ensuite mettre un tube qui va juste dans l'estomac. On va mettre de l'eau qui va nous permettre de diluer un petit peu ça. Si c'est un peu solide, ça peut le dissoudre. Puis ensuite, on va faire siphon. On va prendre notre tube, on va le descendre, et puis ça fait siphon, on le vide dans un seau. Des fois, il faut répéter plusieurs fois cette manipulation. Et puis aussi, suivant comment est la substance, si c'est des gros morceaux comme ça peut être difficile. Mais c'est vrai que pour le liquide, ça marche bien. Ça va dépendre un petit peu le type de toxine. Si on peut faire vomir que l'animal est encore vif, quand on est relativement tôt, on va préférer ça, effectivement.
le charbon actif. Alors, le principe du charbon actif, le charbon actif a une énorme surface, dans le sens que c'est des petits grains de la poudre qui vont avoir la capacité de lier les toxines, éviter qu'elles soient digérées, et puis, ça va donc diminuer l'absorption. Euh, Idéalement, on le donne juste après la décontamination. On peut aussi le mettre dans la sonde. Quand on fait un lavement gastrique, on fait un coup, on fait le lavement gastrique, puis après on met le charbon actif dedans. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être utile. Hop. Alors, combien faut en donner? 1000, 2000. Je suis pas sûr de comprendre la question d'Isabelle du charbon actif 1000-2000. Qu'est-ce que cela signifie? On va peut-être y répondre par là. Le charbon actif, normalement, on donne 1 gramme de charbon actif par kilo de chien, d'accord, après qu'il ait vomi. Et puis, même dans le sens que, idéalement, si ça fait longtemps qu'il l'a mangé, dans le sens 3-4 heures, le faire vomir, ça peut avoir beaucoup d'effets. Par contre, on peut donner le charbon actif, ça va limiter un petit peu ça dans l'absorption. Euh, Normalement, légalement, chaque pharmacie doit en avoir. Croyez-moi, j'en ai souvent cherché. C'est pas forcément facile de trouver dans les pharmacies. Mais normalement, ils doivent en avoir. Ils l'ont souvent sous forme de liquide ou ils doivent le faire sous forme de liquide. Euh, Vous pouvez les embêter un petit peu si jamais ils disent qu'ils n'en ont pas parce qu'ils doivent en avoir. Donc, ils cherchent leur fond de tiroir. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose normalement que vous devriez pouvoir trouver dans chaque pharmacie. C'est important de savoir que les sels vont être noirs après. Donc, ça, c'est normal après le charbon actif. C'est pas une pathologie comme on pourrait avoir avec un ulcère d'estomac, par exemple. Et puis, il y a le fameux carbolevure. Qu'est-ce qu'il y a dans le carbolevure? Du charbon actif. Il y a aussi des levures, par contre. Et puis, est-ce que c'est la solution? Non. Ah zut, j'ai une grosse croix dessus. Je ne peux pas l'effacer. Mon exemple, je vais juste le reprendre là. On a dans un comprimé 110 mg de charbon actif. Alors, il faudrait 1 gramme par kilo. Donc, si je prends ça, il faut, donc pour faire 1 gramme, d'accord, si on prend par rapport à ça, il faudrait 9, quasiment 10 comprimés par kilo. Donc, vous avez un chien de 30 kilos, il faut 300 comprimés de charbon actif de carbolevure pour qu'il y ait suffisamment de charbon actif. Donc, on n'y arrive pas, d'accord. En plus, ça lui fait ingérer une énorme quantité de levure. Donc, non, le charbon actif n'est pas la solution. Est-ce qu'on se dit c'est déjà ça? Le charbon actif, pardon, le carbolevure n'est pas la solution. Est-ce qu'on se dit c'est déjà ça? Ça fait vraiment beaucoup à donner et ça me commence à me poser problème par rapport aux levures, à la quantité de levure qu'on donne. Donc non, je le donnerai pas. Donc le carbolevure n'est pas la solution s'il y a vraiment une intoxication. Les antidotes, je vous l'ai mis un petit peu dans la marche à suivre. Ben, quand elle existe, c'est top, mais elle n'existe pas pour beaucoup de médicaments, malheureusement. On a la Morora. La Morora, on a discuté brièvement avant, c'est un médicament, c'est un antagoniste, donc ça va travailler l'inverse de la vitamine K. Et la vitamine K, elle est très importante pour la coagulation du sang. Et dans ces cas, effectivement, si on a une intoxication à la Morora, on va donner de la vitamine K pour que ce qui va agir à l'inverse de la vitamine K, la Morora, puisse être contré par cette vitamine K. Souvent, ça marche relativement bien si on a vraiment une dose importante ou alors ça fait longtemps que la Morora a été ingérée, ça peut poser problème. Puis de la Morora, il y a plusieurs types. Il y en a qui
qui font effet 1, 2 jours, et puis il y en a qui font effet des semaines. Alors ça, c'est vrai que si vous savez quel moment aura votre chat, votre chien à, à, à manger, ben c'est idéal de pouvoir regarder. Comme ça, on peut savoir combien de temps on doit donner la vitamine K. En cas d'héroïne, par exemple, il y a un médicament qui s'appelle naloxone qui va contrer les effets des opiacés. Donc ça, c'est que si on le sait, par exemple, je pense aux chiens de policiers, s'ils savent qu'il a ingéré de l'héroïne, alors on peut donner de naloxone et ça peut clairement être la solution. C'est pas une antidote, mais c'est un traitement. En fait, on a des toxines qui sont liposolubles, qui vont se lier à la graisse. Vous savez, il y en a qui se lient à la graisse, il y en a qui se lient, enfin, dans le sens qui sont hydrosolubles ou liposolubles, c'est-à-dire qui se dissoutent dans la graisse ou dans l'eau. La même chose avec les vitamines, hein. Les vitamines hydrosolubles, la vitamine C et les vitamines B, ben, on les élimine par les reins, ça se dissout dans l'eau, il n'y a pas de souci. Puis les vitamines liposolubles qui vont stocker dans la graisse, ça peut poser problème, ça peut faire des intoxications. La vitamine D, la vitamine A, si vous donnez des compléments alimentaires pour vous, à votre chien qui a plein de vitamine D, eh ben oui, ça peut poser problème. Et là, je vous ai mis quelques exemples. La permétrine, comme on parlait avant, c'est l'exemple typique. Donc, vous avez un chat qui a reçu un produit contre les puces et les tiques avec de la permétrine qui ne devrait pas être pour les chats, mais seulement pour les chiens. Il peut commencer à avoir des convulsions. En fait, en injectant, c'est comme un produit qu'on injecte qui a beaucoup de graisse. Si on regarde la bouteille, ça ressemble à du lait, mais c'est pas du lait. Ça va aller lier les toxines puis éviter que les toxines aillent après dans le cerveau. Et puis là, si on est assez rapide, on peut améliorer clairement les symptômes rapidement. La même chose avec des anti-inflammatoires, ibuprofène, c'est liposoluble, et puis on a des effets assez rapides dans ces cas. Hop, le traitement symptomatique. Alors, traitement symptomatique, bah, ça dépend des symptômes. Quand on a des symptômes de vomissement, de diarrhée, on va donner des perfusions intraveineuses. S'il y a beaucoup de sang, des fois, il faut aller avec des antibiotiques. Dans le cas de convulsions, par exemple la permétrine, on peut donner des médicaments des anticonvulsifs qui détendent les muscles. C'est vrai que ça va beaucoup dépendre de quels sont les symptômes et on va agir contre les symptômes. Il y en a qui peuvent faire de la fièvre, on peut refroidir les animaux. C'est vrai que ça va un petit peu dans tous les sens, effectivement. Mais il y a beaucoup de cas où ça va être une partie importante du traitement, le traitement symptomatique, où on n'aura pas forcément beaucoup d'autres traitements possibles, effectivement. Pourquoi? Je vois Isabelle qui dit, peut-on donner le charbon actif si le chien n'a pas vomi? Oui. Vous prenez l'exemple vous vous rendez compte, ok, vous êtes parti, vous vous rendez compte que l'animal a mangé une toxine, vous vous rendez compte tard, peut-être 3, 4 heures après, 5 heures après, à ce moment-là, c'est que faire vomir, ça va plus servir à grand-chose. Par contre, le charbon actif peut toujours lier un petit peu des toxines. Et puis là, effectivement, c'est quelque chose de très bénéfique, oui. Euh, Alors, il y a Sophie qui pose la question, si on ne sait pas ce que l'animal a géré, vous le traitez comment? Symptomatiquement. Ça va dépendre des symptômes qu'il a. Alors, en général, on le met sous fluide parce qu'il y a des toxines qui vont être éliminées par les, par les urines. Donc, si on arrive à faire que les reins fonctionnent plus, eh ben, c'est vrai que ça peut permettre aux toxines d'être éliminées. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider. D'une manière générale. Après, voilà, quels sont les symptômes que le chien a? Est-ce qu'il a des convulsions? Est-ce qu'il est désorienté? Est-ce qu'il a des diarrhées? Et ben, après, en fonction des symptômes qu'il a, on traite par rapport à ça. Mais c'est pas mal de cas comme ça, où le chien est en balade, il a sûrement mangé des cochonneries, on ne sait pas quoi, il revient,
il tient plus debout, il tremble. Ah, on ne sait pas ce qu'il a mangé. On a eu des cas avec le compost, enfin on pense, enfin non, ou du compost, on pense c'est du compost, où on l'apprend après coup. Les gens disent ah oui effectivement le compost était retourné. Et puis ça, c'est vrai qu'il vient, on ne sait pas. On va traiter symptomatiquement par rapport à ça. Si mon chien mange un oignon. Alors, je lis juste la question de Jonathan. Si mon chien mange un oignon et que je m'en rends pas forcément compte tout de suite, est-ce qu'il y a des symptômes visibles vu que cela entraîne une hémolyse? Est-ce qu'il y aura du sang dans les urines qui pourrait être perceptible? Possiblement, pas forcément. Alors, l'hémolyse, les oignons, il faut que, enfin, dans le sens que ça dépend un petit peu de la taille du chien comme ça, et puis de la quantité d'oignons. Donc ça, si vous vous rendez pas compte, vous savez pas proportionnellement quelle quantité il a mangé, on est d'accord. L'hémolyse, c'est les globules rouges qui se détruisent. Dans les globules rouges, il y a de l'hémoglobine, et puis cette hémoglobine, elle peut être éliminée par l'urine. Des fois, on voit des animaux qui ont de l'urine foncée. C'est pas forcément facile à faire la différence entre du sang dans l'urine ou de l'hémoglobine. Donc ça peut être un indice. Mais vous avez des chiens qui hémolysent et puis on voit rien dans l'urine. Donc s'il a bu pas mal, que ça va diluer l'urine, on va pas forcément le voir. Donc c'est pas sûr que vous allez le voir dans ce sens-là. Euh, Ok, il y a Lisa qui pose la question, est-ce que l'herbe peut être toxique s'il en ingère beaucoup? Mon chien mange beaucoup l'herbe, surtout le matin. Alors, les chiens qui mangent l'herbe, il y a plusieurs raisons à ça, on ne sait pas toujours quelle est la raison. Non, c'est pas spécialement toxique. Maintenant, ils mangent ça souvent quand ils ont une gêne au niveau de l'estomac. Ça peut être des ulcères de l'estomac, ça peut être des parasites, ça peut être des problèmes bactériens, des hélicobactères par exemple. On a ça aussi sur des gastroentérites. Alors, c'est pas toxique en soi l'herbe comme ça. Maintenant, s'il n'arrête pas de manger l'herbe, ça vaut peut-être la peine de se creuser, enfin de se creuser la tête, de chercher la cause. On a avec des intolérances alimentaires, avec des allergies aussi. Effectivement, on peut essayer de donner des antiacides pour voir si ça le soulage ou pas. Est-ce que l'acidité joue un rôle? Mais s'il mange toujours beaucoup d'herbe, c'est quand même un signe que c'est pas qu'il y a quelque chose qui joue pas. À voir aussi, est-ce qu'il y aurait des diarrhées également ou pas. Par contre, il y a des chiens qui mangent tellement d'herbe qu'ils font une espèce de torsade d'herbe qui va bloquer les intestins. Et ouais, du coup, ça m'est déjà arrivé de devoir opérer des chiens qui faisaient une obstruction intestinale sur une torsade d'herbe. Ouais, donc ça, c'est pas toxique en soi, mais si c'est vraiment beaucoup, ça pourrait être dangereux. Alors, Nils, les petites baies sur les arbres non comestibles pour nous, mais que les oiseaux adorent. Sont-elles toxiques pour les chiens? Je suis sûr qu'il y en a des toxiques. Maintenant, c'est vrai que ça, il faudrait regarder vraiment chaque plante. Il y a beaucoup de différences l'une aux autres. Et dans ce sens-là, Clinitox pourrait clairement aider. Euh, le... Si... Peut-on donner la crème à café au chat où il y a le même problème que le lait? Oui, alors on a aussi du lactose dedans, et oui, il y a des chats qui vont le supporter, il y en a qui vont faire des diarrhées, des vomissements. C'est pas quelque chose que je conseillerais. Maintenant, dans le sens que si le chat le supporte bien, c'est pas catastrophique non plus. C'est pas vraiment une intoxication, mais si vous êtes intolérant au lactose, si vous connaissez quelqu'un, bah voilà, ça fait des douleurs de ventre, ce genre de choses. Isabelle, effectivement, le muguet est toxique, principalement les fleurs, mais les feuilles, l'eau aussi, c'est juste. Et puis, ça peut aussi induire des problèmes cardiaques, des vomissements. Euh, les fruits, alors les fruits, bon, ben, principalement le raisin, l'avocat, c'est les points, les deux fruits les plus toxiques. Poser un peu la colle si l'avocat est un fruit, est un légume, mais c'est les deux choses toxiques au niveau des fruits, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je
Bon, j'espère que ça vous a plu. L'idée, c'est, j'espère qu'il y aura moins de bugs. L'idée, c'est effectivement de prendre des sujets intéressants pour vous, qui vous concernent, entre guillemets, tous les jours. On a prévu d'autres petites formations avec différents thèmes. Sauf erreur, le prochain, c'est jeudi prochain avec l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale chronique principalement, qui touche beaucoup les chats, un petit peu les chiens. Enfin, moins souvent les chiens, mais ça va aussi toucher les chiens. Si vous avez d'autres idées de thèmes ou autres, n'hésitez pas. Avec cette, pas cette quarantaine, mais cette restriction de mouvement, notre restriction de consultation, on va aussi, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire pour garder le contact avec vous. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui nous tient pas à cœur de pouvoir vous informer aussi. Donc, si vous avez d'autres idées de sujets comme ça, n'hésitez pas. Je regarde juste encore si on a d'autres questions. Mes deux chats d'intérieur ont un accès illimité à l'herbe, à chat. Néanmoins, ils préfèrent largement mes plantes d'intérieur. Pour quels symptômes faut-il être vigilant? Et petite astuce peut-être pour qu'ils soient moins tentés de manger ces plantes. Alors, quels symptômes? Ça va dépendre de quelle plante vous avez. Ça, c'est sûr. Et puis, une astuce, alors ça dépend pas mal de la plante, mais les chats détestent l'aluminium, par exemple. Essayez pas de les faire manger l'aluminium, mais vous pouvez mettre autour du pot de l'alu. Ça fait une déco particulière, mais ça peut être suffisant au début. Donc, c'est que si c'est une plante où il y a un pot, enfin, les feuilles comme ça assez proches du pot, ça peut clairement aider parce qu'ils aiment pas, ils ont peur. Alors, faut pas trop le stresser non plus, mais ça peut aider. Les odeurs, vous pourriez mettre des grains de poivre à la base de la plante parce que l'odeur forte va les faire aller ailleurs. Effectivement, ça c'est quelque chose qui peut aider. Euh, Par exemple, ça dépend un petit peu des plantes comme on a. Je vois Sophie qui dit que sa chatte égorge les tulipes, mais elle ne les mange pas. Non, je pense que c'est le fait qu'elle les égorger, c'est pas toxique. Voilà. Bon, je vais attendre une petite minute sur l'autre question. Avoir les petits feedbacks, j'ai l'impression que ça vous a plu. Je vais mettre ces vidéos et puis la vidéo que Vincent a fait mardi passé en ligne sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées d'autres formations. J'espère que vous venez nombreux jeudi prochain pour l'insuffisance rénale. Et puis, n'oubliez pas de télécharger, si vous ne l'avez pas fait, les petits fichiers que j'ai mis avec les intoxications à la maison. Vous pourrez le faire normalement si vous cliquez en haut sur, chez moi ça marche comme ça, je pense chez vous aussi, sur KD tout en haut à droite, il y a info sur le webinaire et puis fichier partagé. Puis là, vous pourriez les télécharger pour ceux qui sont en ligne. Exactement. Et je vois une dernière question de Jonathan à quand sur les allergies des bulldogs. Je prends note. Je regarderai si notre dermatologue qui est juste en congé maternité, donc je ne sais pas s'il a le temps, mais je toucherai un mot. Peut-être, ce sera peut-être pas pendant du coup la restriction du coronavirus, mais peut-être après. On peut regarder ça effectivement. Oui. Parfait. Euh, N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. On peut mettre, normalement, quand on ferme le webinaire, vous pouvez mettre une note, des petits commentaires. N'hésitez pas. Euh, Ah, je vois encore des petites. Moi, je peux pas télécharger Sniff. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi à télécharger les pièces jointes?
Parce que normalement, comme ça apparaît, pour moi, ça devrait être tout bon. Ok, alors Marlène, avoir Nathalie non plus, vous devriez pouvoir aller sur le petit... juste arrêter l'enregistrement.